Bon, de retour sur le plateau pour la dernière partie de Bonjour l'Égypte. Et comme on a mentionné au début de l'émission, on va parler de l'intelligence artificielle et son utilisation dans le domaine du diagnostic médical ou le domaine de la santé en général. Et pour parler de ce sujet, on a l'honneur d'accueillir sur le plateau professeur Ihab Osman, professeur de chirurgie ophtalmologique à l'Université du Caire. Bonjour, docteur. Bonjour, madame. Donc, on va passer tout de suite à un reportage sur l'intelligence artificielle qui ne remplace pas, bien sûr, l'expertise médicale humaine, mais elle représente un outil puissant qui révolutionne le diagnostic médical en combinant la précision technologique et l'expérience des professionnels de santé. Il est possible d'offrir aux patients des soins plus efficaces et personnalisés. Donc, on va regarder ce reportage sur l'intelligence artificielle et le diagnostic médical et on revient pour notre entretien. Regardons tout de suite. Au cours des dernières années, l'intelligence artificielle a profondément transformé le domaine de la santé, en particulier dans le diagnostic médical. Grâce à la puissance du traitement des données et à l'apprentissage automatique, l'IA permet aujourd'hui d'identifier des maladies avec une rapidité et une précision parfois comparables, voire supérieures, à celles des spécialistes humains. L'un des domaines les plus prometteurs est l'imagerie médicale. Des algorithmes d'IA peuvent détecter des anomalies dans les radiographies, les scanners ou les IRM, telles que des tumeurs, des fractures ou des lésions cérébrales. Cette capacité contribue à réduire les erreurs humaines et à accélérer la prise de décisions médicales. L'IA peut analyser d'immenses bases de données médicales et génétiques afin de prédire les risques de développer certaines maladies comme le diabète, les maladies cardiaques ou certains cancers. Cela permet d'adopter des mesures préventives personnalisées pour chaque patient. Le système d'IA ne remplace pas les médecins, mais les assiste. Ils fournissent des recommandations, proposent des diagnostics différentiels et aident à choisir les traitements les plus adaptés. Cette complémentarité améliore la qualité des soins et optimise les ressources médicales. Malgré son potentiel, l'utilisation de l'IA dans le diagnostic médical pose plusieurs défis. La protection des données des patients, le risque de biais algorithmiques ainsi que la nécessité d'une validation clinique rigoureuse. De plus, la confiance des patients et des médecins reste un facteur déterminant. L'avenir du diagnostic médical semble indissociable de l'IA, avec l'intégration croissante de technologies telles que l'IA générative et l'Internet des objets médicaux. Les diagnostics deviendront plus rapides, plus précis et plus accessibles, notamment dans les régions où l'accès aux spécialistes est limité. Donc, de retour sur le plateau, comme vous le savez, professeur Ihab Osman, professeur de chirurgie ophtalmologique à l'Université du Caire, comme vous le savez, jusqu'à présent, on utilise l'intelligence artificielle pour créer des vidéos amusantes sur Facebook et des photos même par l'intelligence artificielle qui ne sont pas donc réel. Jusqu'à présent, c'est tout ce qu'on sait en tant que citoyen simple sur l'intelligence artificielle. Mais dans le domaine de la médecine, bien sûr, il y a plusieurs bénéfices de l'intelligence artificielle. Quelles sont les spécialités de médecine qui ont commencé à utiliser l'intelligence artificielle? Parfait. Quand on parle d'intelligence artificielle, on parle de trois grands sujets qui incluent l'intelligence artificielle dans le domaine de la médecine. On parle d'une part de ce qu'a montré le reportage sur l'effet diagnostic, le diagnostic précoce des maladies, et ça a un grand service, aux malades, à nos malades. Et ça, c'est un sujet à aborder. On parle aussi des interventions robotiques. Maintenant, on a les robots en médecine, en chirurgie, qui peuvent intervenir de loin à effectuer une procédure sur un malade.
Et ça, c'est un domaine très important dans l'intelligence artificielle. Et on parle aussi au niveau de recherche médicale, parce que le AI facilite énormément nos recherches et comment gérer les données au niveau scientifique. Ça, c'est les trois gros chapeaux de l'intelligence artificielle dans le domaine de la médecine. Et chaque sujet est énorme. Il y a plein de choses à faire à chaque sujet quand on parle de l'intelligence artificielle. Ce qui est important dans la valeur du diagnostic vient où on a des bases de données qui se basent sur les imageries. Et ça a commencé à identifier les malades par avoir une énorme quantité de photos qui gèrent une certaine maladie de différents niveaux, classes, et on commence à dire au système d'intelligence que cette photo correspond à cette maladie. Et par gestion de milliers de photos dans le domaine de cardiologie, en ophtalmo, nous en ophtalmo on est énorme parce que tout est basé sur des photos de l'œil du segment antérieur, des photos de fond d'œil chez les diabètes. On peut réfléchir plein de maladies par examiner l'œil, le nerf optique qui correspond au crâne, les changements qui sont au niveau du cerveau. On a accès à une énorme base de données qui vient dans le cas clinique, là où on gère la gestion, le diagnostic, soit au niveau oculaire ou au niveau systémique qui relie dans l'œil en même façon. Oui, et donc vous voulez dire donc que le diagnostic devient plus précis que les méthodes traditionnelles? Bien sûr, parce que c'est pas seulement une question de précision, de rapidité du diagnostic. Parce que si on prend une photo qui est sur la base de données du système ou logiciel de l'intelligence artificielle, la gestion très rapide où on correspond la photo à un cliché qui est sur la base de données du système et qui nous permettra d'avoir un diagnostic précis et gérer des milliers de données très rapidement et d'une façon très précise, ça nous donne un support dans le diagnostic des cas cliniques et aussi le changement subtil qui peuvent ne pas être opérés, ne pas être remarqués par le médecin ou ne pas être gérés en même temps quand on voit des cas rares où on veut savoir le lien entre les différents signes cliniques qui présentent où le malade se présente. Ça c'est d'un côté. De l'autre côté, pour la rapidité, si on a dans les pays qui sont vraiment étendus, où il y a un manque de médecins, il y a un manque d'experts, de médecins experts, le plus facile c'est de gérer une photo qui vient de loin et savoir pour l'exemple des diabètes, par exemple, que ce malade qui vient prendre une photo du fond d'œil chaque an, il a des changements qui nécessitent maintenant être gérés dans un système de soins plus qualifié que le système où il est loin, pour prendre un laser, pour avoir une injection oculaire. Ce patient qui est en particularité a un cas précoce qui nécessite une intervention maintenant, doit être géré dans des hôpitaux plus responsables, plus experts qu'être de loin. Et ça diminue le nombre de patients qui doivent bouger au niveau primaire, secondaire ou de troisième niveau de cas, soit troisième. Ça va diminuer le nombre de patients, mais je pense que ça va augmenter la facture donc pour les patients et pour les médecins aussi, puisqu'on utilise des technologies plus modernes. Je pense que là, au niveau si on balance contre le pro et le contre, gérer un appareil qui se met à une distance de 1000 km d'un centre spécialisé pour lire et reconnaître et qui sert des milliers de patients,
ça vaut bien le coup d'avoir des patients qui viennent et qui n'ont rien, on gâche du temps, le temps de travail, les services médicaux aussi, il y a une grande perte si on gère des patients qui viennent d'une façon de routine et qui n'ont rien. Et dans quelle mesure peut-on se fier ou se satisfaire de l'intelligence artificielle sans l'intervention directe du médecin? Je pense que ça va main à main. On ne peut pas omettre l'important rôle du médecin parce qu'il y a toujours le jugement clinique et la précision qui vient cumulatif par expérience des patients. Ici, on ne parle pas d'une voiture quand on va changer un moteur, on met un autre moteur, mais ce sont toujours les cellules vives qui interactent. Il y a toujours l'expérience clinique qui pèse lourd pour interpréter les données, pour aboutir à un diagnostic. Alors, je pense que c'est complémentaire et ça nous facilite la vie. Si on a une base de données qui est importante, si on a un réseau qui connaît, qui est habitué à voir et à entreprendre les cas d'une façon saine et sauve, parce qu'il y a toujours la responsabilité. Si on rend toute la responsabilité à la machine, et il y a une erreur médicale, qui va prendre la responsabilité? Oui, à une certaine étape, il faut qu'il y ait un médecin. Il faut qu'il y ait un responsable. Oui. Bien sûr. Même dans le cas diagnostic, on parle souvent du diagnostic, il y a toujours une zone grisâtre où le diagnostic n'est pas vraiment très clair. Alors la machine doit apprendre que maintenant il y a un changement, il faut qu'il voit un médecin. Et ce lien, ce rapport est très fort et je ne pense pas qu'on peut le briser. Et comment l'intelligence artificielle peut aider à la détection précoce de quelques maladies chroniques comme les maladies cardiovasculaires par exemple ou le cancer? Par interpréter les données. Parce que ça, c'est basé sur des bases de données. Si par exemple on fait un check-up, un bilan sanguin d'une façon routine, chaque an, il y a toujours par exemple pour le cancer de prostate, il y a toujours des indicateurs dans le bilan, le PSA qui est augmenté, on peut repérer par exemple que ça, il faut bien voir et prévoir que ce patient a une anomalie, une certaine anomalie, il faut qu'il voit un médecin. Et c'est le rôle très important de l'intelligence artificielle dans ce domaine-là. Alors, s'il y a un changement au-delà des normes, la machine doit le reconnaître et indiquer que ce patient a quelque chose d'anormal et qu'il doit être géré par un médecin. Ça, c'est très, très, très important. On voit ça souvent dans notre domaine ophtalmique. On prend toujours pour les diabètes de type 2, diabète au-delà de 40 ans, des photos du fond d'œil. On a en Égypte maintenant des machines qui prennent des photos avec des détails très importants sans mettre des gouttes mydriatiques qui gênent les patients. Alors, si on a accès à une chose comme ça, de loin, et on peut par interpréter les imageries par l'intelligence artificielle savoir et reconnaître la différence et dire que ce patient doit être géré à un niveau plus important parce qu'il y a un changement qui peut nécessiter un traitement. Oui, et si par intelligence artificielle, on va donc diagnostiquer un patient qui a un cancer par exemple, mais est-ce que l'intelligence artificielle peut préciser que c'est quelle sorte de tumeur? C'est cancéreux. Oui. Je ne pense pas parce que si on pense qu'on a par exemple un IRM pour le cran qui se fasse chaque année pour n'importe quelle raison, il y a toujours le système qui reconnaît le normal et qui reconnaît qu'il y a une tuméfaction, une lésion qui est anormale. À base de données, je ne pense pas que c'est à la machine de reconnaître si c'est cancéreux ou non. Mais si on pense qu'au niveau précoce,
il doit reconnaître qu'il y a quelque chose d'anormal et qu'il doit voir son médecin. Alors ça, c'est important parce que si on va très profondément ou on demande à la machine de nous faire le diagnostic, il y a toujours des zones grises où on ne pourra pas croire, et ça va aboutir en fin de compte à ce que les médecins se comptent totalement sur la machine et on perd le sens clinique, qui est très important pour gérer le patient. Et est-ce que vous voyez que l'intelligence artificielle va réduire le coût de soins de santé, que ce soit pour les patients ou pour les institutions médicales qui utilisent donc ce genre de technologie? Bien sûr, parce que si on gère, vous savez que quand on pense du plan stratégique pour la santé, pour l'Égypte ou pour n'importe quel pays, ça doit être basé sur une base de données. Et la plus forte base de données qu'on a, la décision pour gérer la santé au niveau futuristique devient très importante. Si on a une base de données de nos patients, et je pense que l'Égypte a fait un travail énorme sur l'hépatite, sur les enfants qui sont scolarisés, qui veulent des lunettes. Et si cette base de données se met et on peut gérer un an après l'autre la base de données, on peut, par l'intelligence artificielle, prévoir une maladie dans 5 ans. On dira que, par exemple, au niveau oculaire, la myopie dans cette cité, dans ce village, sera très forte dans 5 ans. Alors, il faut bien que vous allez voir pour quelle raison. Et on a fait ça en Chine il y a des années, et on voyait que la myopie forte était très importante chez les enfants à l'âge de l'école. Et en voyant d'une façon plus profonde, on voyait qu'ils étudiaient, parce qu'il y avait, en Chine, ils sont très nombreux, les espaces à la maison sont très peu. Alors les enfants étaient sur leur ventre, avec peu de lumière, étudiant la nuit pour aller le lendemain à l'école. Et ça a causé une myopie forte chez ces patients qui font cette façon. Alors ça, c'est très important d'avoir une prévision du futur. Ça, c'est très important. L'autre chose qui est aussi importante, c'est le diagnostic précoce. Parce que si on découvre une maladie dans les stades précoces, le traitement est beaucoup plus efficace, beaucoup moins cher et très rentable au niveau du patient, parce qu'on préserve l'organe qui est très important pour le fonction. Sur le plan éthique, alors comme vous le voyez, donc l'intelligence artificielle ne répond pas aux normes éthiques sur Facebook, par exemple, ou sur les réseaux sociaux. Tout le monde peut utiliser l'intelligence artificielle pour faire des films ou des photos, comme on vient de dire, mais dans le domaine de la santé, de la médecine, bien sûr, il y a des normes éthiques très strictes. Bien sûr. Alors, je pense que les deux grands problèmes, c'est comment sécuriser les données, ça c'est très important, et comment faire un algorithme qui est fiable et reproducible pour gérer les données. Alors si on peut sécuriser les données, parce qu'on ne peut pas falsifier, on ne peut pas altérer les données, et sécuriser un algorithme qui donne des résultats fiables et précises, ces deux façons de gérer l'intelligence artificielle nous prendront dans le futur qui sera très précis au domaine de médecine. Et est-ce qu'il y a des risques pour, si on dépend totalement et complètement sur l'intelligence artificielle dans le domaine du diagnostic, par exemple? Oui, comme j'ai dit, on ne peut pas... sans la supervision humaine. Bien sûr, on ne peut pas dépendre en totalité sur l'intelligence artificielle, parce que quand il s'agit du corps humain, des cellules vivantes, parce que les changements, les petits détails, au-delà des normes sont immenses. Et
on peut aboutir, si on compte tout à fait à 100% sur l'intelligence artificielle, à des catastrophes. Et ça s'est passé dans le domaine de médecine. Il y a toujours des histoires pour gérer cette maladie. Ce patient qui devait aller voir son chirurgien, qui n'est pas allé parce qu'il y a toujours un glitch sur le système informatique qui n'a pas fait ça. Alors, il y a toujours des biais qui, si on pense dans le domaine de médecine à intégrer uniquement l'intelligence artificielle, on aboutira à des catastrophes. Alors, c'est pas une gestion où la machine est plus forte que le médecin, c'est une coopération qui améliore les services, nous fait un dépistage précoce des maladies, on pourra gérer de nombres beaucoup plus importants qui déservent être pris en charge au lieu d'effectuer des examens qui ne sont pas très utiles au niveau avancé dans la gestion des malades. Et comment vous voyez l'avenir de l'intelligence artificielle dans le domaine médical, si je peux dire, dans les prochains 10 ans, par exemple? Alors, en ophtalmologie, on a des recherches très importantes dans le domaine d'intelligence artificielle où on intègre nos données dans le système d'intelligence artificielle, où on fait apprendre le logiciel ce qui concerne les maladies et ce qui concerne les cas particuliers. Et c'est le deep learning qui nous permet à intégrer. Alors je pense que dans les 10 ans qui viennent, de plus en plus, on a accès à l'intelligence artificielle, et que ce soit des normes de notre quotidien, soit dans la recherche scientifique très très importante, pour faciliter l'apprentissage de la médecine. Si on a un livre à 1000 pages, et il peut être résumé dans une centaine ou 150 pages, ou quelque chose comme ça, ça facilite toujours l'accès. Si on gère une centaine de malades et on peut réduire l'effort exercé par le médecin à 10 ou 15 malades qui vraiment nécessitent une intervention, et savoir comment faire, ça c'est une étape très très énorme dans la pratique de médecine, et gigantesque même, parce que en intégrant et en sachant comment gérer cette technologie, on sera beaucoup de meilleurs médecins, et on sera beaucoup plus experts dans le domaine soit diagnostic, soit intervention. Donc vous êtes optimiste pour l'avenir de l'intelligence artificielle concernant la médecine? Oui, l'intelligence artificielle n'est pas là pour dominer les médecins, mais pour remplacer le médecin. Pour remplacer le médecin, non, c'est pour avoir une version de nous qui est meilleure. Oui. Parce que dans d'autres domaines, comme vous le savez bien sûr, l'intelligence artificielle a remplacé par exemple des présentateurs, les speakers à la télévision, et a remplacé même les personnes qui font des commentaires, des voix off, des narrations. Tu écoutes et c'est qui parle, alors tu découvres enfin que c'est une voix faite par l'intelligence artificielle. C'est pas réel. Alors, il y a beaucoup de gens, je pense, dans ce domaine qui vont être épargnés, et on va avoir recours à l'intelligence artificielle parce que ça devient aussi moins coûteux. Bien sûr, et plus facile à gérer. Et puis, on dit ce qu'on veut. Le présentateur, il dit ce qu'il y a sur le script, et on ne change pas. Alors, ça, c'est industriel. Mais quand on vient à l'être humain et les cellules vivantes, ça, c'est vraiment difficile et différent. Parce que les variations sont énormes, et je ne pense pas que dans le futur proche, il y aura des changements énormes où les médecins seront au chômage. Je ne pense pas que ça va y être, parce que on parle toujours du diagnostic, il y a toujours l'intervention, la décision de vous donner une pilule de médecine, ou bien de faire un laser, ou bien d'opérer. Qui va faire ça?
C'est toujours les médecins qui vont faire ça. Mais si on parle de l'intelligence artificielle en totalité au niveau stratégique, je pense qu'il y a toujours un risque de ne pas penser. Alors, de résoudre à la machine pour faire des idées, pour nous donner des idées. Pour moi, oui. Justement. Et ça, c'est le danger énorme. Vous voyez, je pense que dans les années 90, il y a toujours la calculatrice qui est venue sur le marché. Et pour moi, je savais tout à fait faire mes calculs d'une façon très rapide en utilisant le système qu'on a appris dans l'école toute notre vie. Et si on apaise et on reste le circuit du cerveau d'une façon systématique, qui a commencé avec la calculatrice qui vient de nous maintenant pour que la machine nous pense au lieu d'utiliser notre système normal et le mettre au repos. Alors que sera l'être humain dans 50 ans? Oui, Oui, c'est ça. Bien sûr, il faut savoir que la technologie a ses avantages et ses inconvénients, bien sûr. La technologie, ce n'est pas quelque chose de beau pour tout le temps. De bénin. Oui, de bénin, oui. Il y a toujours un risque pour l'être humain qui compte maintenant sur le GPS pour aller de sa maison à son travail et qui compte sur la machine pour penser au lieu d'utiliser son raisonnement. Et ça, c'est un risque que je vois et qui est très énorme. Très énorme. Oui. Pour les gens qui sont à notre âge, on est sur le chemin on a des idées, nos idées, on a le cerveau critique, on pense, on a l'expérience et on utilise la matière grise qui est là pour être utilisée. Mais pour les générations qui viennent, j'aimerais bien savoir comment ils vont faire. Vous voyez que c'est très difficile pour notre génération, cette technologie qui se précipite tous les jours. Alors, c'est difficile à absorber. C'est difficile à nous mettre au repos. Voilà, ne pas penser, ne pas avoir un esprit critique, ou ne pas aller à l'expérience et prendre l'expérience dans les normes normaux et profonds. Et vous savez que l'être humain, si le travail est la torture. Vous savez, le travail en latin, c'est la torture. Si on se met au repos, si on lui demande de travailler, il va se mettre au repos. Si on repose notre cerveau, notre manière de penser, notre manière d'analyser, de critiquer les choses. On va le perdre. Justement, on va la perdre. On dit en anglais, use it or lose it. Et comment ça va se passer dans une vingtaine d'années, dans une cinquantaine d'années, même les films où on se lève le matin, on prend la pilule, on va au travail, et le soir on va mettre notre 3D imagerie pour se reposer et on reprend le lendemain et le lendemain et le lendemain d'après. Ça peut être réel, vous savez, si on pense comme ça. Oui, je pense que c'est catastrophique pour certains de notre génération. Je ne veux pas donc généraliser l'idée, mais ma question c'est sur qu'est-ce qui est attendu dans la collaboration entre l'intelligence artificielle et les médecins dans le domaine de l'amélioration de la qualité des soins médicaux? On doit utiliser ce qui est présent et intégrer avec précision. On ne prend pas tout, on va intégrer ce qui nous convient dans le système médical. Et parce que même le type de maladies chez les patients égyptiens ne sont pas les mêmes que les types de maladies chez l'Afrique du Sud, l'Afrique sous-saharienne ou bien aux États-Unis ou en Europe. Alors c'est différent. Il faut vraiment valider les données et c'est très important pour avoir notre base de données pour améliorer le plan stratégique et systémique de gérer la santé
non seulement des patients égyptiens, mais du Moyen-Orient, parce qu'on se ressemble dans les maladies et dans la gestion au niveau de santé. Oui, bien sûr. Alors, professeur Ihab Osman, professeur de chirurgie ophtalmologique à l'Université du Caire, merci beaucoup pour accepter notre invitation à Nile TV. Merci beaucoup. Un grand plaisir. Et à la prochaine, Inch'Allah. Alors, on va passer à autre sujet, au sport, au football, puisque l'Égypte va jouer aujourd'hui un match très important pour le Mondial 2026. Je ne sais pas si vous suivez donc le sport. Il faut demander à l'intelligence artificielle maintenant. Oui, bien sûr. Sur le résultat du match. Alors, on va se quitter sur ce reportage sur le match d'aujourd'hui. Le sélectionneur de l'équipe égyptienne de football, Houssam Hassan, a déclaré que son équipe est prête à prendre part à un match difficile contre le Burkina Faso ce soir. Au cours d'une conférence de presse, l'Égypte n'a besoin que d'un match nul contre le Burkina Faso aujourd'hui pour obtenir son ticket pour la Coupe du Monde 2026. On l'espère. Il ne faut pas aller avec cet esprit. Oui, on l'espère. Oui, on l'espère. Alors, on regarde les détails dans le reportage suivant et on se quitte sur ce sujet. Merci pour votre attention et passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur Nile TV International.